Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, présent avec moi. Je vous fais encore une vidéo à partir de mon smartphone, puisque mon logiciel ne marche plus. Je ne peux plus émettre de son par le micro Yeti et même par le bureau. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème. Voilà. Donc je vous fais une vidéo pour vous parler aujourd'hui des rois de France, à nouveau, de la Renaissance. Alors c'est le premier roi, on va dire, de la Renaissance. Non, c'est pas ça qu'on dit. Si, de la Renaissance, je crois. Donc après Louis XI, donc c'était le dernier roi, on va dire de l'ancienne, voilà. Bon bref, et donc on parle du roi aujourd'hui Charles VIII, qui est le premier roi de la Renaissance. Alors, je vous préviens, la vidéo est très courte, hein. Elle est vraiment très courte. Enfin, en tout cas, le sujet plutôt historique est très court. Je n'ai pas d'autres éléments. Je ne veux plus aller sur Wikipédia parce que, bon, ça ne me convient pas. C'est trop long et il ne donne pas du tout les éléments que j'attends, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je voulais vous dire, et vous demander, bien sûr, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de commenter surtout, de faire des commentaires et de mettre un pouce, d'activer la clochette et tout le reste, voilà, vous connaissez la suite. Alors je vais quand même vous faire un bref aperçu de l'histoire des rois de la Renaissance, on va dire, en France, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de la Renaissance italienne, ni espagnole, ni anglaise, il s'agit de la Renaissance en France. Alors, je vais lire avec vous parce qu'avec l'écran de smartphone, ça n'a pas l'air... Est-ce que je peux l'agrandir peut-être, hein? Je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, ma foi, ça n'a pas l'air d'être... Bon. Alors, roi de France, c'était la Renaissance en France. Donc voilà. La Renaissance en France est souvent réduite au règne du roi François Ier, une sorte de période faste avant l'horreur des guerres de religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période avec Charles VIII, premier roi donc de la Renaissance. Je vais voir un peu ce qu'il y a ici. On y verra, on ira faire un tour après. Alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et de pourtant, c'est quoi ça? De religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période à Charles VIII, je viens de le dire, premier roi de la Renaissance, et de la conclure avec Henri II pour des raisons politiques, la situation de la France, l'évolution de la monarchie et dans d'autres domaines comme celui des arts ou le rapport à l'Italie, dont la Renaissance a débuté depuis un moment déjà. Ouais, l'Italie était en avance, hein. On verra que les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II sont bien plus qu'une transition et une parenthèse entre la fin de la guerre de Cent Ans et le début des guerres de religion. Alors Charles VIII, 1483-1498, premier roi de la Renaissance. Au règne dur et contesté de Louis XI, 1461 et 1483, considéré par certains comme un tyran, succède celui de son fils Charles VIII. Le jeune roi est cependant encore mineur à son avènement, et la régence a été organisée par son père, qui l'a confiée à sa fille Anne de France et à son mari Pierre de Beaujeu, de la maison Bourbon-Beaujeu. Ce n'est pas sans provoquer des contestations, comme celle de Louis d'Orléans, débouté par les États généraux à Tours en 1484. Ce dernier se révolte avec l'appui du duc de Bretagne. C'est le début de la guerre folle en 1485. Alors je vous rappelle que les Orléans, dès la naissance de cette branche cadette, hein, bien sûr, n'a jamais cessé de contester l'avènement du dauphin. Vous voyez, des légitimistes en fait, des rois légitimes. Et jusqu'à la Révolution, comme vous le savez,
ils voteront la mort du roi Louis XVI, justement pour mettre un terme à la monarchie capétienne, et en se frottant les mains dans l'espoir, un jour, d'avoir la place. Bon, vous voyez comme quoi, hein. Les révoltés sont vaincus en juillet 1488 à Saint-Aubin-du-Cormier, et Louis d'Orléans est fait prisonnier. Le roi Charles VIII accomplit l'un de ses premiers grands faits en graciant son ennemi, qui devient par la suite un précieux allié. Et plus encore, bon, c'est déjà pas mal. Au même moment, Charles VIII affirme son autorité sur les Beaujeux. C'est la fin de la Régence. Le roi achève de régner le problème de la Bretagne en épousant Anne duchesse depuis 1489. Anne de Bretagne, nous en reparlerons, s'opposant ainsi frontalement aux ambitions de Maximilien de Habsbourg. Il doit toutefois céder à celui-ci la Franche-Comté et l'Artois. Alors Charles VIII se tourne ensuite vers l'Italie en revendiquant le royaume de Naples, ancienne possession de la maison d'Anjou. Ce n'est en fait qu'une étape pour lancer une nouvelle croisade pour Jérusalem. Prêt à tout pour atteindre son objectif, le roi s'assure la neutralité de ses puissants voisins en leur cédant des territoires comme le Roussillon et la Cerdagne en faveur de Ferdinand d'Aragon. En Italie, il s'allie avec le duc de Milan, Ludovic Sforza. Malgré son entrée à Rome, imposée au pape Alexandre VI Borgia, puis sa prise de Naples sans difficulté en 1495, la campagne d'Italie est un échec cuisant pour Charles VIII, qui doit quitter précipitamment la péninsule après une victoire inespérée à Fornoux. Le roi a pour projet de retenter l'expérience, mais il meurt accidentellement à Amboise le 7 avril 1498. Charles VIII gouverne avec les différentes cours mises en place par ses prédécesseurs sans conflit majeur, même si parallèlement il étend son pouvoir de nomination des charges. Il tente également quelques réformes fiscales, sans grand succès d'ailleurs, et encourage le commerce en établissant les foires de Lyon dans le domaine des arts. Il contribue à la venue en France d'artistes et de techniciens italiens, et il protège quelques-uns comme Jean Bourdichon. Voilà, bon après c'est Louis XII, on passe carrément à autre chose. Alors, on va parler un petit peu de la Renaissance, voilà, chers amis. Alors, la Renaissance est le... Alors, est-ce que c'est long déjà Non, je vais vous le lire quand même, allez. En tout cas, je vais vous lire une partie, je vais voir. Alors, la Renaissance, c'est le nom donné au vaste domaine, au vaste mouvement culturel et artistique qui a connu l'Europe du XIVe siècle à la fin du XVe siècle, ou du XVIe siècle, oui. Suite à la redécouverte du patrimoine culturel, intellectuel et scientifique de l'Antiquité. Né en Italie, le mouvement de la Renaissance va bousculer tout le continent. Les grandes familles, telles que les Médicis, vont mettre à contribution les artistes et les érudits pour construire des cités riches, puissantes et lettrées. À l'image de Florence, durant cette période, artistes et intellectuels expriment le souhait de se libérer des carcans issus du Moyen-Âge pour privilégier la pratique, le beau et accéder à la connaissance. À l'origine de la Renaissance, alors l'héritage byzantin. Héritier de l'antique empire romain, le monde byzantin plonge aussi ses racines, sans le savoir, de la gloire classique et hellénistique, de même que dans les saintes écritures chrétiennes, oui, évidemment. Jusqu'en 1453, les érudits tentent de préserver ce triple héritage, le savoir grec en particulier, la philosophie, les sciences, la musique, la rhétorique et la logique.
est conservé à travers des abrégés, des florilèges, des compilations et des corpus plus ou moins sélectifs. Au 7e siècle donc, du 7e siècle au 9e siècle, de nombreuses collectes destinées à préserver les dernières traces du patrimoine littéraire antique sont menées dans tout l'Empire. Dès le XIe siècle, l'école byzantine est de plus en plus contrôlée par les instances cléricales, évidemment, qui privilégient une formation aux charges administratives plutôt qu'un enseignement de la seule culture antique. Néanmoins, grâce au développement des institutions monastiques, les connaissances antiques se répandent dans l'ensemble de l'Empire. Oui, bon, le savoir intellectuel n'était pas trop religieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fallait pas que les gens, les sujets soient trop instruits, hein. Juste ce qu'il faut pour orienter, bien sûr, la pensée vers tout ce qui a été fait grâce à la religion. Bien sûr, ce qui est une erreur, ce qui est faux. Hein. Je vous l'ai dit, le monde avant le christianisme, donc le monde des Atlantes, de l'Atlantide, donc, était bien plus évolué intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement, enfin bon, bref, toutes les strates de la science étaient déjà connues bien avant. Déjà, on trouve des traces autant des Mérovingiens en France, au royaume de France, mais voilà, les Carolingiens ont commencé à tout bouleverser, à tout chambouler et à faire place à l'Église, et l'Église elle-même n'avait qu'une seule ambition, c'était mettre en place son savoir clérical à travers les jésuites, hein, on en reparlera un peu plus loin, mais déjà le clergé s'activait à réformer toutes les écoles et à faire en sorte que le savoir soit uniquement suffisant pour pouvoir amener les sujets vers la crainte de Dieu, la crainte de l'enfer, et vous savez tout le reste, chers amis, vous si vous êtes croyants, vous voyez de quoi je parle, vous en savez beaucoup plus que moi là-dessus. Néanmoins, je continue, allez, j'en parlerai plus tard. La chute de Constantinople et l'exil des Occidentaux. Voilà. Les manuels d'histoire ont pour habitude de faire commencer les temps modernes, avec la chute de Byzance et les débuts des grandes découvertes. Le 29 mai 1453, la fin du siège de Constantinople. La Byzance de l'Empire romain d'Orient débouche sur la mise en place d'un nouvel équilibre politique et spirituel suite à la victoire du sultan turc Mehmed II, c'est ça, sur le dernier empereur byzantin Constantin XI, le paléologue. Chassés par les Turcs, ottomans et musulmans de la Méditerranée orientale, les représentants du monde chrétien occidental, tant les marchands et les commerçants vénitiens ou génois que les derniers chevaliers survivants des ordres militaires issus des croisades, tels les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ils parlent pas des chevaliers. Oh zut, ça m'échappe tout le temps cette histoire-là, cette belle histoire, les Templiers, voilà. Tels que les hospitaliers, le Saint-Jean, voient se fermer devant eux les territoires appartenant jadis au glorieux empire byzantin. La Grèce et les Balkans, vaste étendue victime des assauts des troupes du sultan, tombent pour longtemps sous le contrôle des Turcs. Non seulement l'Église orientale d'obédience orthodoxe grecque depuis le schisme d'Orient, mais aussi l'administration byzantine dont les structures politiques et religieuses sont de précieux soutiens à la mise en place du régime ottoman, bénéficient toutefois de la bienveillance des sultans. La route de la soie, dont l'un des débouchés demeure Constantinople, Istanbul, continue toujours d'approvisionner en vivres et en objets précieux toutes les côtes de la Méditerranée. Donc alors de quoi vous plaignez? Tout n'a pas été si mauvais finalement. Les tribus turques, jadis nomades, apprennent finalement, sous le règne de Mehmed II, à adopter une vie définitivement sédentaire et à administrer la grande métropole.
Le sultan Mehmed II, très cultivé, s'intéresse en personne aux écrits des auteurs anciens, tant aux manuscrits arabes et aux textes sacrés de l'islam qu'aux compilations byzantines des œuvres des auteurs grecs, évidemment. Et c'est de là qu'on a voulu faire croire que toutes les connaissances grecques que nous avons venaient des musulmans, ce qui est faux. Ce qui est faux. Grec et latin, vous voyez, plus rarement préservés depuis la fin de l'Antiquité classique. Fondant notamment la première grande université du monde musulman, son règne et celui de ses successeurs sont propres à la dissémination de l'islam et de l'énorme héritage légué par Constantinople. Voilà. Implantés dans le quartier franc de Constantinople, les marchands et les commerçants italiens et espagnols font de la ville une cité prospère, luttant au gré des alliances avec ou contre les empereurs byzantins, les Amalfitains, les Génois, les Florentins et les Vénitiens constituent finalement dans la cité même de véritables colonies. Après la chute de Constantinople, les villes italiennes accueillent leurs réfugiés qui emportent les vestiges des collections des bibliothèques, contribuent eux aussi à la dispersion de l'héritage byzantin et à l'apparition sur la péninsule de la Renaissance grâce à l'arrivée des compilations byzantines. Végès, Pythagore, Euclide sont de nouveau disponibles dans leurs manuscrits grecs. Alors, la Renaissance italienne, un renouveau artistique dès... Mais pourquoi on parle de l'Italie maintenant? Oui, bon, je vais arrêter là, chers amis. Non, peut-être pas. La Renaissance italienne, un renouveau artistique. Alors, c'est vrai que la France était en échange avec l'Italie quand même. Dès les premières années, la Renaissance italienne se veut une nouvelle étape en rupture complète avec le passé médiéval. Ce mouvement de renouveau culturel touche non seulement les sciences, la littérature et la philosophie, mais aussi et surtout les arts. D'ailleurs, allez en Italie, chers amis, vous allez voir que c'est un très très beau pays où il y a des vestiges que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ce renouveau se caractérise par des avancées significatives, servant elles-mêmes d'émulation aux techniques et aux systèmes de représentation. Les artisans italiens réinventent les techniques de la perspective, les conventions architecturales et les règles prévalent à la réalisation des peintures. Oui, Michel-Ange par exemple. Une différence fondamentale apparaît entre art médiéval et les arts de la Renaissance, appelés modernes. Loin de copier des exemples et des modèles indiscutés, donc, les artistes font au contraire œuvre de raison, s'inspirant des modèles antiques pour proposer de nouvelles techniques et de nouveaux schémas de représentation avant même la réalisation de leur chef-d'œuvre. Un retour rationnel vers l'Antiquité. Ah, quand même. Oui, il ne faut jamais renier le passé, remarquez. Bon. Les hommes de cette époque stigmatisent en partie le rôle de l'Église, oui ça je m'en doutais, qui étouffe dès la fin de l'Antiquité l'inventivité et la liberté de création et d'expression des artistes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils orientaient les artistes, les écrits des philosophes, des poètes, ils les dirigeaient vers autre chose que justement le droit naturel, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ça, c'est la religion, que voulez-vous? C'est ça. La Renaissance artistique utilise au contraire, les thèmes mythologiques anciens. Et oui, plaçant l'homme au centre de l'univers. Voilà, les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres. Et oui, il revenait sur la religion primordiale quelque part, sur les pères qui ont précédé l'ordre chrétien, justement. Elles prônent le retour aux sources antiques, tant chrétiennes que surtout païennes. Ah bon, quand même, malheureusement, ils tournent le dos donc et c'est de là que tous les bâtisseurs anciens de cette époque ont laissé des traces odiniques. Vous comprenez maintenant? Bien sûr, ils combattaient
de façade le paganisme, donc la religion primordiale, mais secrètement, il laissait des traces sur les pierres, dans les anciennes bâtisses, basiliques, cathédrales et autres, basilique Saint-Denis, je ne sais pas, mais en tout cas cathédrale de France, de Paris, c'est un exemple. C'est pour ça qu'ils ont brûlé la flèche, je tiens à vous dire. C'est pour éliminer le plus possible tout l'ordre ancien des anciens bâtisseurs. Bon. En effet, les découvertes archéologiques, comme les fouilles des thèmes de Carcalla, inspirent les hommes de la Renaissance. L'étude des textes antiques permet aux architectes d'abandonner les formes gothiques. Ah, c'est dommage. Ils utilisent les enseignements de Pythagore et de Vitruve pour élaborer leurs plans. Dans les arts plastiques, le nu est davantage utilisé qu'au Moyen-Âge et le mouvement est rendu par le déhanchement. Oui, d'ailleurs, vous voyez bien les anciennes peintures de Michel-Ange, par exemple, il y a beaucoup de nus qui, par la suite, s'est trouvé caché. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, comme dit Molière. Prenant comme exemple les réalisations de l'Antiquité gréco-romaine, évidemment, les Renaissants veulent toutefois surpasser tout ce qui est déjà édifié. La diffusion du savoir ancien est donc primordiale, mais elle est assortie de nombreux commentaires et de multiples interprétations. L'artiste de la Renaissance, s'il doit posséder d'évidentes connaissances en matière de théologie, se tourne aussi vers la géométrie, la perspective et l'histoire, tout autant que l'astronomie, l'astrologie et la poésie. En matière d'architecture, par exemple, les traductions de Vitruve, après avoir été étudiées et analysées dans les moindres détails, se répandent en Italie puis dans toute l'Europe. La différence entre le Moyen Âge et la Renaissance est ainsi l'introduction d'un plus grand esprit et de méthode qui incite progressivement à minorer l'importance des chefs-d'œuvre médiévaux, où là c'était plus chrétien, plus soumis j'arrive pas à le dire. Bon, l'architecte, comment ça s'appelle les anciens tribunaux ça me reviendra. L'architecte sort de l'anonymat et bénéficie d'une promotion sociale encore jamais connue. Oui, l'Inquisition, voilà. À l'époque du Moyen-Âge, l'Inquisition marchait très fort. À la Renaissance, il y avait un peu de relâchement, un peu, mais pas tant que ça, vous verrez. Florence et les Mécènes, le berceau de la Renaissance italienne, est incontestable. La ville toscane de Florence, où la passion pour l'Antiquité jamais démentie, les intérêts politiques des dirigeants et la grande érudition des élites jouent un rôle crucial pour le processus de création artistique. Dans la cité toscane, l'influence de l'Antiquité se ressent chez de nombreux artistes. Les concours publics florentins entretiennent une certaine émulation parmi les artistes alors que des édifices publics de grande envergure sont construits dans un climat de prospérité économique bénéfique. Des palais urbains, des villas et même des cités entières voient ainsi le jour. Alors, on s'éloigne un peu de Charles VIII, mais bon, vous comprendrez le contexte après des autres rois quand on en reparlera. Les académies de la Renaissance qui apparaissent progressivement tout au long du XVe siècle et du XVIe siècle s'avèrent d'une importance déterminante, telle l'Academia Platonica de Marsil, fils saint et Pic de la Mirandole, fondée à Florence en 1462 sous le règne de Latran le Magnifique. Qui c'est ça, Latran le Magnifique? Prince de la Renaissance italienne, Laurent de Médicis, d'accord, parfait. Où l'Accademia Florentina, voulue en 1540 par Cosme de Médicis, organisée comme de véritables associations artistiques, elle collecte auprès des élites politiques les fonds nécessaires pour réaliser les œuvres d'art agissant sous forme de mécénat.
Les commanditaires, pour autant que leurs finances le leur permettent, deviennent plus prudents et sollicitent les artistes les plus célèbres, ne se contentant plus des productions locales. La protection des commanditaires permet normalement d'assurer un climat de sécurité et une certaine opulence pour les créateurs qui contribuent largement. Les commandes privées exécutées tant pour les édifices de culte que pour les demeures des particuliers exercent une influence fondamentale sur l'iconographie et sur le style. Les commanditaires parviennent ainsi à se faire représenter auprès des saints. Auprès des saints. Ah bon. Regardez. Regardez l'architecture de la Renaissance. Bah, elle n'est pas si belle que ça, à mon avis, hein, mais bon, que voulez-vous? Bon, enfin, après, c'est pas laid non plus, hein. Alors, les contradictions de l'Église romaine. L'Église catholique, sur la base, l'Église catholique, sur la base des principes établis lors du Concile de Trente, s'inscrit d'abord dans un cadre de pensée largement aristotélicien. Ah oui, ça, Aristote, c'est le leitmotiv de l'Église, enfin de l'Église ancienne, jusqu'à Vatican Ier, ou plutôt jusqu'au début de Vatican II. Mais bon, l'Église ne se séparait jamais d'Aristote. Ah non, c'était une forme de croyance proche du catholicisme, mais Aristote n'était pas catholique, l'Église n'existait pas. Peu enclin à accepter les nouveaux concepts engendrés par l'humanisme, qui semblent souvent difficilement conciliables avec la conception médiévale de la doctrine chrétienne, et les textes saints, bien sûr. Évidemment, l'humanisme n'était pas le fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, au sein même de la curie, l'évolution de la pensée ne laisse pas indifférent, car, loin de renier leurs racines chrétiennes, les humanistes demeurent attachés à la croyance divine. Mais ils recommandent simplement de rendre les préceptes saints plus accessibles. En luttant contre l'ignorance, en somme, ils s'opposent plus aux pratiques et aux conceptions des ecclésiastiques qu'à la religion elle-même. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a un mélange d'odinisme sur le fond, sur l'esprit même, on va dire, des anciens bâtisseurs, des anciens artistes, mais ils se faisaient chrétiens parce que, et même ils prenaient le christianisme, justement de peur d'être écartés, de ne pas être reconnus comme artistes. Voyez-vous? Mais comme ils étaient empreints d'humanisme, quelque part, ou plus exactement, oui, enfin, plus proche d'une justice équitable, réelle, telle que les odinistes l'avaient pratiquée, ils se devaient d'être chrétiens, de cacher un petit peu leur préférence, évidemment, hein. Là, voilà, l'affaire Galilée, nous y arrivons. L'affaire Galilée, les retentissements et le scandale qu'elle engendre, met donc en scène une église plus divisée dans ses valeurs et ses traditions que véritablement opposée au progrès de la science. Eh oui. La plupart des commandes artistiques concernant paradoxalement l'univers ecclésiastique, avec l'émergence d'une élite bourgeoise, se pose le problème de la transmission des richesses et des biens. En effet, l'acquisition de ceux-ci grâce au commerce ou à l'usure est mal vue par l'Église, évidemment. Les dons publics, considérés comme des actes de dévotion, fleurissent donc d'autant qu'ils participent au salut de l'âme. Dès lors, les chapelles privées sont décorées par les meilleurs peintres, avant même les chapelles de chœur. Alors, l'évolution des arts et des techniques à la Renaissance. Dans le domaine de la peinture, le rôle de l'Italie est primordial, notamment grâce aux innovations introduites par Léonard de Vinci. J'ai presque envie de vous faire un jour je vais peut-être le faire d'ailleurs, peignant la nature et l'humain, et voilà, à toutes les heures du jour,
Il donne à la lumière, aux ombres, aux reflets et à tous les contrastes une place particulière. Ses lignes de fuite et ses traces en dégradé ouvrent désormais la porte à la perspective. Parallèlement, la sculpture s'affirme en dehors des formes traditionnelles de représentation, privilégiant le mouvement et l'aspect monumental. Regardez un petit peu, voilà ce qu'a inspiré Léonard de Vinci, quelque part. Vous voyez? Voilà. Monumental. La sculpture reprend sa liberté, empruntée au modèle antique. On retrouve le statuaire de bronze, la fusion des métaux et les œuvres colossales de Verrocchio et Michel-Ange, bien sûr, qui animent les corps et accentuent les contrastes. Pour l'architecture, l'influence des modèles et des techniques est tout aussi décisive. Bramante réintroduit l'utilisation des principes stylistiques des ordres dorique et ionique, puis corinthiens, qui se répandent abondamment dans toutes les constructions, les techniques de maçonnerie antique, telles l'opus Tessellatum, décorent les riches réalisations d'Alberti. Durant les pontificats de Jules II et de Léon X, le motif de l'édifice à plan central devient le modèle de référence pour les plus grands édifices religieux. D'ailleurs, dans le Vatican, vous avez les œuvres de Michel-Ange qui représentent des nus, il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin bon, les palais et les édifices publics se distinguent désormais par l'emploi du trompe-l'œil et des décors de colonnes et de motifs directement inspirés par l'Antiquité. Enfin, les jardins livrés à l'imagination des architectes et des paysagistes sont conçus comme un gigantesque décor propice à la mise en scène d'œuvres sculptées grâce à la multiplication des escaliers, des fontaines et des terrasses. Et oui, vous voyez, ils mettaient tout en perspective. Vraiment, c'était très beau. Les statues, les jardins, les escaliers, les monuments, bref. Période de bouillonnement intellectuel qui va jeter les bases de ce qui va constituer la pensée et la science moderne. La Renaissance reste avant tout une grande période artistique. La contribution à l'art occidental est immense. Quand nous parlerons de François Ier, voilà, vous comprendrez ce qui s'est passé à travers ce que les anciens nous ont transmis. Les anciens, la religion primordiale odinique, d'Odin. La fin de la Renaissance. Alors, à la fin du XVIe siècle, la confiance en l'homme qui anime princes, humanistes et peintres disparaît en raison d'une profonde crise économique et plus encore en raison de la crise religieuse. Alors ça, ce sont les guerres de religion, mais la pensée humaniste reviendra avec Robespierre lors de la Révolution française. Mais bon, nous en reparlerons peut-être. En effet, dans le sillage de l'humanisme, le protestantisme voit le jour avec Martin Luther. Oui, là, c'est la pudibonderie qui reviendra au galop. Très vite, l'Église catholique combat ce courant religieux qu'elle considère comme une hérésie et dont elle accuse les humanistes d'être les propagateurs. Ça, c'est faux. Les guerres de religion et l'Inquisition succèdent alors à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. C'est la fin de la Renaissance. Oui, l'Inquisition va faire beaucoup de mal, va tout brûler, détruire tout ce qui était ancien, enfin, sauf les peintures magistrales au Vatican. Bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez aller voir, chers amis, si vous souhaitez vous y rendre. Bon, il parle de quoi ici? Cuisine, gastronomie et art de la table à la Renaissance. Le siècle des Lumières en France et en Europe, les rois de la Renaissance en France, peste noire en France et en Europe au XIVe siècle, Raphaël, le peintre italien de la Renaissance, architecte célèbre de l'Antiquité, dossier d'archéologie, le prince de la Renaissance en Italie. Bon, je vais garder cette page-là, elle m'intéresse. Voilà. Mais il y a aussi, voilà, Léonard de Vinci, oui, je voulais vous en parler aussi. D'accord, bon, ça sera le sujet
d'une prochaine vidéo, chers amis, si vous souhaitez en savoir plus. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord, j'ai fait une erreur. Bon. Bon, là, je reviens en arrière. Voilà, chers amis, donc la page s'achève ici. Nous reviendrons sur les prochains rois. Donc, ce sera lequel? Ben, ce sera Louis XII, hein, je crois. Louis XII, après, voilà, François, d'accord. D'accord, ben, je vais garder cette page aussi. Voilà. Apparemment, ils font une part très, très briève des rois de la Renaissance. À votre avis, chers amis, pourquoi ils font ça? Vous voulez mon avis? Ben, tout simplement parce qu'elle remet en cause les croyances religieuses, particulièrement chrétiennes. Mais pas que, mais notamment. Donc il y a une lutte pour préserver, on va dire, l'ordre des anciens, comment dire, l'ordre lorsque la religion chrétienne avait la même mise, bien sûr, plus qu'absolue, notamment euh, à l'époque médiévale, c'est ça? Bon, ça y est, oui, j'y arrive, moi. À l'époque médiévale, donc, hein, jusqu'à la Renaissance, l'Église avait une main beaucoup plus forte en cette période. Après, ce sera les guerres de religion, et là, l'Église reprendra du flambeau. Mais bon, nous en parlerons, nous n'anticipons pas trop. Voilà, chers amis, j'achève cette vidéo ici. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir faire marcher le logiciel. J'avais une préférence, pourtant, bon, c'était plus net, et les images étaient beaucoup plus grandes. Voilà, chers amis, bah, écoutez, je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur en famille, avec vos enfants, petits-enfants, parents et grands-parents pour les plus jeunes, hein, avec vos amis, hein, soyez pleins d'amour, de paix, comment dire, de bienveillance. Et sur votre lieu de travail, bien sûr, vos collègues, vos camarades, hein, quoi que vous fassiez. On se dit à très bientôt. Au revoir.